Bonjour Agnès Evren. Bonjour. Un mot pour commencer sur la disparition d'Olivier Marleix, ancien président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale, député d'Eure-et-Loir, qui a mis fin à ses jours hier. J'imagine que pour vous, ça a été la stupeur. Ça a été la stupeur, la sidération. Olivier Marleix était un ami. Nous avions été tous les deux nommés vice-présidents par Christian Jacob en 2020. J'ai gardé ce souvenir en tête. C'était un vrai gaulliste avec des convictions solides, attaché à la souveraineté de notre pays et qui, sur le plan personnel, il faut le dire, était quelqu'un de très secret, de très taiseux, qui verbalisait très peu en fait ses émotions. Il avait une forme d'élégance comme ça, avec une forme de distance intérieure par rapport aux événements. Et il va laisser un immense vide, et dans notre famille, chez les Républicains évidemment, parce que c'était une figure très identifiée, y compris de notre groupe à l'Assemblée nationale, puisqu'il a présidé ce groupe dans des conditions très difficiles. Il avait été très très courageux. Et puis, évidemment, dans toute la classe politique en dehors des Républicains. Vous parlez de toute la classe politique, effectivement, tout le monde lui a rendu hommage, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant naturellement par Emmanuel Macron. François-Xavier Bellamy, le député républicain, écrit dans un message que la politique peut être d'une immense dureté en laissant chaque homme dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Olivier Marleix, que la politique était dure pour lui? Vous savez, la politique, c'est un combat permanent de chaque instant. C'est du H24, on ne s'arrête jamais. Parfois, c'est vrai qu'il y a des violences psychologiques, il faut aussi le dire. Il y a parfois des frustrations, mais je pense qu'au-delà des déceptions qu'on peut avoir parfois en politique et de la violence, il y avait là forcément un combat intérieur, invisible, que visiblement avait Olivier Marleix. Et ça, on ne peut pas percer les mystères en fait de l'intime. Hier, Emmanuel Macron a tenu un deuxième conseil de défense sur l'entrisme des frères musulmans. On s'en souvient, fin mai, il y en avait eu un qui avait un petit peu achoppé. Cette fois-ci, il a validé la copie de Bruno Retailleau notamment. Mais dans un communiqué, il dénonce le danger de l'amalgame, c'est-à-dire celui de rejeter l'ensemble des musulmans. On a le sentiment quand même qu'il y a une petite mise en garde vis-à-vis de son ministre de l'Intérieur. Et ça ne devient pas compliqué pour Bruno Retailleau en ce moment? Écoutez, vous savez, les choses ont toujours été très très claires pour nous. Quand nous avons accepté d'entrer au gouvernement par le biais de Michel Barnier, nous n'étions pas dans une idée en fait de se laisser absorber en fait par le macronisme. Nous sommes dans une forme de colocation où en fait, à l'issue de la dissolution, c'est vrai que la France était au bord du chaos et nous avons pris nos responsabilités pour tout simplement sauver la France. La réalité, c'est que nous voulions éviter l'extrême gauche et la gauche au pouvoir parce qu'ils avaient un programme à la fois dangereux et délirant sur le plan économique. Et on voit bien que la France est actuellement dans une spirale, j'allais dire même de déclin, avec tous les records de dette, de déficit et d'impôts. Et donc oui, nous l'assumons, nous sommes dans une colocation. Et donc il est normal que Bruno Retailleau fasse entendre sa propre petite musique, et y compris sur des sujets comme par exemple l'écologie, avec cette tribune publiée la semaine dernière dans le Figaro, où il prône certes le renforcement du nucléaire, il est assez attendu là-dessus, mais en revanche il dénonce la fin, il souhaite la fin des financements de l'énergie renouvelable. Ça va à l'encontre de la politique industrielle, énergétique de la France qui prône un mix énergétique. Quelle mouche l'a piqué, Bruno Retailleau? Non, écoutez, il faut très clairement expliquer les choses. En fait, l'enjeu c'est quoi? Le sujet, c'est de garantir aux Français une énergie qui soit d'abord décarbonée, la moins chère possible et qui soit assurée pour éviter la rupture comme on l'a connue en Espagne. Eh bien, la solution, en effet, c'est un mix énergétique et donc s'appuyer sur le nucléaire, mais aussi sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Non, c'est de se poser la question de l'opportunité de continuer en fait de financer des projets, notamment éoliens, alors qu'il y en a déjà en cours et subventionnés par l'État, tout simplement. Mais vous savez, là-dessus, il n'y a pas de désaccord profond. Nous, ce qu'on a toujours souhaité, c'est de renforcer la filière nucléaire et de s'appuyer aussi sur l'éolien. Mais la véritable hypocrisie, c'est Agnès Pannier-Runacher qui verse des larmes de crocodile Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qui dit, voilà, ça, ce qui fait en ce moment Bruno Retailleau, c'est du populisme. Mais c'est elle qui est populiste. C'est une totale hypocrisie, en fait, parce que sont quand même eux qui ont mis en œuvre... Est-ce que c'est quand même pas populiste, finalement, d'aller... on va dire un peu saper les politiques d'énergie renouvelable et d'aller aussi sur les terres de l'électorat du Rassemblement national, notamment l'électorat qui se trouve en ruralité, l'électorat de la France périphérique. Est-ce que Bruno Retailleau ne fait pas de la politique électorale? Non, l'écologie, la véritable écologie,
Aujourd'hui, c'est l'acceptabilité sociale aussi des mesures qui sont prises. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je le redis, nous, il n'y a pas de désaccord de fond sur le fait que, bien sûr, il faut renforcer la filière nucléaire qui a été complètement sapée, il faut le dire, par François Hollande, par Emmanuel Macron, qui a mis en œuvre la fermeture de Fessenheim et réouvert une centrale à charbon. Et donc, le populisme, c'est ça, regardez, justement. vous dites qu'il n'y a pas de désaccord de fond. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recadré Bruno Retailleau, il a appelé à ne pas tout caricaturer. Dans notre famille politique, il n'y a pas de désaccord de fond sur le double mix énergétique. Il appelle surtout, Emmanuel Macron, il appelle Bruno Retailleau à se concentrer sur son ministère. Est-ce que ça peut tenir longtemps quand même, ces dissonances? Bien sûr, encore une fois, je le redis, nous sommes aujourd'hui dans une colocation, nous avons des convictions, et Bruno Retailleau, il est là justement parce qu'il a des convictions solides et qu'il ne se compromettra jamais en trahissant en fait ses propres idées, ses propres valeurs. Mais jusqu'où il peut tenir avec des divergences sur le voile, des divergences sur l'Algérie, des divergences maintenant sur l'écologie? Tant qu'il sera utile au pays, utile pour redresser la France et régler toutes ces questions de sécurité et d'immigration, il restera évidemment au gouvernement parce que vous savez, le pays est dans un tel état qu'on ne peut pas encore attendre 2 ans pour essayer encore une fois de régler tous les problèmes qui se posent en termes de sécurité et de désordre migratoire. C'est un bon Premier ministre, François Bayrou, où il ne tient pas bien ses troupes, où il ne faut pas les tenir, justement. En fait, en tout cas, c'est quand même lui qui, dès le départ, avait dit qu'il avait des poids lourds politiques et que chacun devait exprimer sa singularité. Eh bien, quand chacun exprime sa singularité, c'est sûr que ça donne parfois le sentiment d'une cacophonie. Mais voilà, on le voit sur le budget, il faut désormais avancer. Sur le budget, justement, dans une semaine pile, François Bayrou devrait présenter des mesures pour lui permettre de faire 40 milliards d'économies. C'est ce qu'il s'est engagé à faire. Est-ce que c'est possible sans augmenter les impôts? Beaucoup d'experts qui étaient tous réunis à Aix, en Provence, pour les journées économiques, disent que ce n'est pas possible. Eh bien, écoutez, nous le souhaitons. La position des Républicains, elle est très claire. C'est 100% d'économie et 0% d'augmentation d'impôts, puisque la France bat tous les records de déficit d'impôts et de dettes, et qu'il faut impérativement tailler en fait dans les dépenses de fonctionnement de l'État. Le Sénat a sorti une commission d'enquête où nous demandait en fait de libérer le pays en supprimant les 2/3 des agences et comités Théodile. Oui, mais alors ça, c'est chiffré par le gouvernement à 2-3 milliards et dans les faits, par le rapport de l'enquête, c'est plutôt 350 millions. Vous avez tout à fait raison, mais le sujet, c'est l'exemplarité et l'efficacité de la dépense publique. C'est ça le véritable objectif. Et vous savez, j'ai entendu parler d'une année blanche. Moi, je suis totalement opposée à une année blanche. C'est un manque de courage politique, c'est un manque de choix politique, c'est l'absence de réformes structurelles. Alors qu'aujourd'hui, on le voyait bien ce matin dans les reportages, aujourd'hui, cet immobilisme, en fait, depuis la dissolution, coûte aux ménages français. Ça plombe l'investissement, l'activité, les TPE et les PME qui souffrent de l'absence de visibilité, en fait. J'avais le sentiment que vous dites que vous êtes contre cette année blanche, oui. vous êtes aligné effectivement sur Laurent Wauquiez. On a le sentiment que Gérard Larcher, lui, qui est donc le patron du Sénat, semble plus favorable à cette année blanche. Bien, écoutez, moi je trouve encore une fois que c'est l'absence de décision, c'est l'immobilisme. Je le redis, la France aujourd'hui, quand on regarde en fait les intérêts de la dette, ça va être le premier budget de l'État. Ça veut dire que c'est un enjeu de souveraineté de notre pays, de dépendre en fait en termes d'emprunt des pays étrangers. Et donc l'année blanche n'est pas une bonne idée, on ne peut plus attendre. Et François Bayrou, il peut être l'homme de la situation, l'homme d'un budget de rupture, d'un budget de choc. Il a les épaules et il a l'envie d'aller jusqu'au bout. François Bayrou, son marqueur, c'est de dire depuis 30 ans, c'est lui qui parlait le premier de la dette et du déficit. Concrètement, que s'est-il passé en fait? Il a aujourd'hui la possibilité justement de prendre le taureau par les cornes et d'annoncer des réformes, enfin de ne plus attendre. Or, il a fait le choix de l'immobilisme puisqu'on laisse entendre qu'il y aurait une année blanche. C'est dommage pour la France et les Français. Merci beaucoup Agnès Evren, bonne journée à vous.